Antoine Piot, donc moi je suis gériatre de formation, donc je suis professeur de gériatrie au CHU de Toulouse et ma spécialité porte en fait sur le numérique en santé au sens large. Donc j'ai beaucoup travaillé avec le LACNRS, qui est un laboratoire d'ingénieurs, et mes projets de recherche portent notamment sur les objets connectés, sur les maisons intelligentes. Donc on est vraiment dans un domaine à la limite de la médecine, à la limite de l'ingénierie. Et ça tombe bien parce qu'a priori, le numérique a pas mal d'applications en santé. La maladie d'Alzheimer ou les maladies apparentées, on va parler plus largement des maladies neurodégénératives, c'est d'abord une perte de mémoire, mais pas que. C'est vrai que tout le monde a en tête cette perte de mémoire, mais il y a d'autres fonctions cérébrales qui sont touchées, dont le langage, la difficulté à trouver ses mots, les savoir-faire, savoir s'habiller, savoir faire du vélo, savoir utiliser un téléphone. Et surtout, ce sont des déficiences qui impactent la vie de tous les jours. Et c'est là qu'on parle vraiment de maladie. Donc ce n'est pas parce qu'on a un simple trouble de mémoire qu'on a une maladie de la mémoire. La maladie est vraiment définie par l'impact sur la vie de tous les jours. Mais cet impact, il est très précoce. C'est-à-dire que quelqu'un qui commence à avoir des difficultés à faire ses comptes, à utiliser un ordinateur, alors qu'il savait le faire auparavant, et qu'on peut prouver que c'est en lien avec une défaillance cérébrale, on est déjà dans la maladie. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on diagnostique des maladies très très tôt, chez des gens qui ont 70 ans, 75 ans, donc c'est très jeune pour nous, et qui finalement sont relativement autonomes dans la vie de tous les jours, sauf si on creuse un petit peu et on se rend compte qu'il y a un petit déclin progressif. Alors, la maladie d'Alzheimer, ou encore une fois les maladies apparentées, pendant longtemps, on l'a vécu comme quelque chose d'inéluctable, lié au vieillissement, et maintenant on sait que c'est faux. Alors déjà, c'est une maladie, donc ça n'est pas inéluctable, tout le monde n'aura pas un problème de ce type, mais surtout, on peut l'impacter, c'est-à-dire on peut le prévenir, on peut le ralentir, on peut le limiter par des actions non médicamenteuses en général. Donc ça, c'était très bien démontré. Je vais prendre qu'un seul exemple, mais l'activité physique. Et on ne parle pas de marathoniens, on ne parle pas de gens qui font des exploits sportifs, on parle d'activité physique. La marche quotidienne prévient, limite la gravité et permet de stabiliser la maladie d'Alzheimer, et dans des proportions importantes. Donc ça, c'est très bien démontré. Mais on pourrait citer quelque chose qui est moins connu, c'est la stimulation sociale. Finalement, un organe, là on parle du cerveau, s'il n'est pas stimulé, si on ne s'en sert pas, il dépérit. C'est vrai pour le cerveau. Et finalement, le nombre de personnes que vous côtoyez, l'intensité, la régularité des liens, la qualité du lien social que vous avez, est aussi un élément protecteur de ce type de maladie. Et donc finalement, quand on vous dit allez dans des associations, allez dans des clubs, investissez-vous, sortez de chez vous, ça a un effet thérapeutique. Donc ça peut être un quasi-médicament. C'est vrai qu'on attend à tout prix des molécules miracles qui vont nous guérir. Alors c'est bien de faire de la recherche, c'est bien de les attendre, mais on a déjà démontré qu'il y avait des actions qui étaient efficaces. Et effectivement, la nutrition, l'activité physique, la sociabilisation, la stimulation mentale, etc. fonctionnent et on connaît des interventions. Et c'est là qu'on va rentrer dans ce qu'on appelle les INM, les interventions non médicamenteuses. Et attention, une INM, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une preuve scientifique. Autrement dit, ce n'est pas parce que je fais faire une activité ludique à un patient ou à un proche, tel que le jardinage, tel que le sudoku, je ne sais pas, que c'est une INM. L'INM, il faut avoir un objectif précis pour une personne précise, avec une sorte de dosage finalement, comme pour un médicament, et pouvoir évaluer l'efficacité de cette intervention. Donc parfois on parle de la même chose, on peut parler de jardinage, mais certaines fois c'est juste une animation, et c'est très bien, et certaines fois ça peut être utilisé comme une INM. Ça devient une intervention médicamenteuse, parce que par ailleurs, quelqu'un a démontré que le jardinage bien fait, de manière intensive, pouvait améliorer les fonctions cognitives, mais aussi parce qu'on l'a fait dans de bonnes conditions, et on n'a pas fait juste ça de manière ludique. Mais c'est bien de faire les deux. En fait, une INM, effectivement, donc une intervention non médicamenteuse, elle est définie à la fois par sa nature, par exemple une thérapie basée sur les animaux de compagnie, et par le protocole. Voilà, il ne suffit pas de croiser un chien dans la rue pour que ça fonctionne. Il faut par exemple interagir ou s'occuper d'un chien 2 heures par jour, pendant 3 semaines, je dis n'importe quoi. Et donc il faut qu'il y ait ce protocole avec une preuve scientifique adossée qui dit oui, ça c'est une INM reconnue par la médecine. Et il faut faire attention, c'est très important parce que quand on parle INM, on peut très vite dévier sur le charlatanisme. Et donc
c'est pas parce que ça n'est pas un médicament que ça n'est pas sérieux, c'est pas parce que ce n'est pas un médicament que ça n'est pas très efficace, mais attention, il faut le faire dans les conditions validées par la médecine et utiliser des interventions non médicamenteuses validées par la médecine, sans risque, etc. Alors le numérique, c'est très très large, et effectivement, il y a beaucoup d'applications qui peuvent nous aider dans les maladies de la mémoire. Il y a effectivement le diagnostic précoce notamment. Alors soit par de l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle, il faut la nourrir de données. Et avant ça, finalement, le numérique, ça nous permet de collecter des données. Et par exemple, on a beaucoup de projets sur les maisons intelligentes, et on sait qu'en plaçant des capteurs à des endroits pas trop idiots, dans la chambre à coucher, dans la cuisine, et en analysant la régularité et l'architecture des habitudes des gens pour s'alimenter, pour dormir, eh bien on se rend compte que très précocement, il va y avoir une désorganisation qui montre une maladie de la mémoire débutante. Donc ça peut, alors c'est de la recherche clinique, on n'est pas dans l'usage de la vie quotidienne, mais finalement le numérique peut nous aider au diagnostic, peut nous aider au suivi, peut nous aider aussi à l'observance. Il y a certains outils numériques qui vont relancer les patients, qui vont les stimuler, afin que typiquement les interventions non médicamenteuses soient utilisées dans le temps. Parce que tout l'enjeu des interventions non médicamenteuses, c'est l'observance en réalité. C'est que souvent les gens se lassent, on arrive à le mettre en place pendant quelques jours, quelques semaines, et après finalement ça tombe aux oubliettes s'il n'y a pas soit du numérique, soit de l'humain, et encore mieux les deux, pour aider la personne, l'accompagner dans la mise en œuvre de ces interventions. Il y a énormément d'applications mobiles en développement, dans le vieillissement en général, dans la santé en général et dans la maladie d'Alzheimer en particulier. Il y a des applications mobiles qui sont très très bien faites. Là, on a deux soucis. Le premier souci va être, premièrement, qu'il y ait une démonstration scientifique que ça fonctionne vraiment. C'est effectivement, si moi je développe une application mobile, j'aurais tendance à dire que ça marche très bien. Encore faut-il qu'une personne un peu extérieure, neutre, me dise oui, je valide le fait que ça fonctionne. Et la deuxième chose, c'est l'accès. Et finalement, on se rend compte que les applications mobiles, alors certes, tout le monde a un téléphone portable, mais les applications mobiles de santé sont très peu utilisées. On a moins d'un tiers des gens qui arrivent à les utiliser, y compris dans des populations jeunes. Et quand elles sont utilisées, on perd 3/4 des gens, voire 85% des gens dès la première année. Donc ça n'est pas magique non plus. En réalité, un outil numérique tout seul, ça va faire pchit. Donc ce qu'il faut, c'est un accompagnement humain et un support numérique. Donc ce qui marche bien souvent, c'est d'avoir un outil numérique, de la réalité virtuelle, une application mobile, un outil de suivi et un accompagnement humain qui permet de maintenir l'usage dans le temps. Et si on ne fait pas ça, en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est les gens qui vont bien, les gens jeunes, les gens de centre-ville, les gens de haut niveau socio-culturel qui utilisent ces outils, qui en bénéficient. Et on a un fossé d'accès aux soins qui se creuse, on appelle ça le fossé digital d'ailleurs. Donc attention, ce n'est pas magique non plus, il y a des outils fabuleux, mais il faut arriver à les intégrer dans un parcours de soins déjà bien en place, déjà bien structuré, sinon ça fait pchit encore une fois. Et ces chiffres, on les retrouve partout, grosso modo, 30% des gens qui utilisent vraiment les outils et 85% des gens qui ne les utilisent plus du tout au bout de 6 mois, voire au bout d'1 an. Moi, je crois très fort au numérique. Moi, je suis plutôt un promoteur et j'aime beaucoup les réseaux sociaux et je pense que les réseaux sociaux peuvent vraiment avoir un rôle, quand ils sont bien utilisés, de lien transgénérationnel. Et d'ailleurs, c'est vrai que les personnes âgées ont plein de choses à apprendre aux autres générations, ça c'est enfoncer une porte ouverte, mais surtout des choses à la mode, c'est-à-dire le recyclage, le do-it-yourself, le bricolage, c'est vachement à la mode sur les réseaux sociaux. Et quand on voit parfois ce lien qui se crée entre grands-parents, petits-enfants, etc., c'est génial. Mais encore une fois, il faut être très prudent. Ce n'est pas parce qu'on va donner une application mobile à une personne âgée, ce n'est pas parce qu'elle a une appétence pour le numérique, ce n'est pas parce qu'elle a un téléphone portable qu'elle va l'utiliser. Et en fait, encore une fois, c'est pareil chez les jeunes. Il y a une étude dans l'OCDE qui a montré que même chez les jeunes, c'était je crois 25% des moins de 30 ans qui arrivaient à utiliser des outils de santé sur le web. Donc, aller sur TikTok et utiliser un outil de santé, ce n'est pas du tout la même démarche. Et on a un peu vite fait de faire le raccourci. Donc moi, je crois vraiment au réseau humain complété d'outils numériques performants. Mais l'un sans l'autre, en réalité, on a de grandes chances que ça ne fonctionne pas du tout. Il y a eu 2 phases de l'ANS. La première phase de l'ANS, qui a été très bien décrite par la maison, vous savez, c'était de mettre les fondations. C'était de faire en sorte que le numérique en santé devienne possible.
qu'il y a un stockage sécurisé, qu'il y ait des échanges de données qui soient structurés, que quand un professionnel vous contacte, vous savez que c'est un vrai professionnel de santé, donc l'authentification par l'outil ProSanté Connect. Quand vous avez un patient en face, vous savez que c'est vraiment le bon patient, ça c'est l'identifiant national de santé, l'INS, etc., etc. Donc ils ont mis en place toutes les petites briques structurelles qui font que la médecine va pouvoir devenir hybride, c'est-à-dire un coup à distance, un coup en présentiel. Donc ils ont rendu tout ça possible. Et le DMP, ce qui est quand même incroyable, je veux dire, ça fait 50 ans qu'on parle du DMP, et là il existe vraiment, et il est vraiment alimenté avec nos documents médicaux. Donc ils ont fait un travail gigantesque, mais qui n'est pas assez visible, parce que justement la deuxième phase ne fait que commencer, c'est la phase de l'usage. C'est-à-dire maintenant que tout ça est en place, maintenant il faut que ça marche, il faut que les gens s'en emparent, il faut que les usages changent. Et typiquement, si je prends l'exemple de la télésanté, la téléconsultation, le plus simple, donc il y a eu un micro-pic pendant la Covid qui a surtout bénéficié à des jeunes en centre-ville, encore une fois, mais finalement c'est complètement retombé. Donc la téléconsultation, en fait, malgré ce qu'on dit, n'est pas rentrée dans les mœurs. Hein. C'est ridicule quand on voit en termes de remboursement par l'assurance maladie. Donc maintenant, il faut qu'on reprenne le truc, on dit on a une super machine, on a un super outil qui n'a probablement pas son équivalent ailleurs dans le monde, en tout cas à cette échelle-là. Maintenant, il faut qu'on change nos habitudes. Et avant tout, c'est les professionnels de santé et les établissements qui doivent changer leurs habitudes, parce que les patients, ils sont plutôt prêts. Donc on a pas mal de boulot à faire encore. Alors au sein du groupe Clariane, nous justement, ce qu'on essaie de faire, c'est d'utiliser tous les outils à notre disposition au bénéfice du plus grand nombre. Et le réseau est énorme, on a 1200 établissements et on sait qu'il y en a qui font des choses absolument formidables. On a des établissements qui sont juste incroyables. Mais moi, mon objectif, ça serait d'ici 3 à 5 ans que tous les établissements fassent des choses formidables, quel que soit leur territoire, quelle que soit la manière dont ils sont dotés, parce qu'en fonction de votre localisation, c'est plus ou moins facile d'attirer des talents, etc., ou des gens motivés. Donc finalement, ce qu'on travaille, c'est qu'en moyenne, dans tous nos établissements, les INM sont utilisés de manière routinière, que ça soit vraiment dans les habitudes, que les outils numériques modernes soient utilisés au bénéfice de tous. Donc vraiment, le challenge à relever, c'est vraiment l'accès à l'innovation, à la recherche, aux interventions non médicamenteuses, encadrées par la science, mais de manière massive et routinière. C'est-à-dire, c'est facile de montrer 2-3 établissements où on a des super outils technologiques, où tout le monde utilise les INM, où la prise en charge est formidable. C'est beaucoup plus dur de faire en sorte que tout le monde le fasse à l'échelle d'un pays, voire à l'échelle de l'Europe. Et ça, c'est vraiment le challenge d'aujourd'hui, mais que ça soit dans le public ou dans le privé. Comment on passe à l'échelle ? Comment on passe le numérique à l'échelle? Comment on passe l'intelligence artificielle à l'échelle au bénéfice de tous? On en fait tous des études avec de l'intelligence artificielle, mais c'est des petites études qui durent pas très longtemps et il y a finalement assez peu de patients qui en bénéficient. Et notre rêve, c'est oui, mais demain, il faudrait que ça devienne la norme pour tout le monde et que je sois une mamie au fin fond de la campagne qui habite toute seule ou alors quelqu'un plus aisé en centre-ville, plus jeune, avec un haut niveau social. C'est ça le challenge en fait. Et là, on est vraiment sur le gué. C'est-à-dire avec l'innovation numérique, soit on va augmenter les inégalités de santé, et ce qu'on va vous montrer, c'est juste des success stories, ou alors on va vraiment arriver à augmenter le niveau de soins pour tout le monde. Et là, c'est vraiment ça le challenge. Et c'est pour ça que je ne veux pas trop survendre des projets pilotes qu'on a tant qu'ils sont pilotes. Moi, j'ai envie d'en parler le jour où ça sera généralisé.